Comment savons-nous que la Terre est ronde? Bernard Shaw qui avançait qu'il y a aujourd'hui plus de personnes crédules et superstitieuses qu'il y en avait au Moyen-Âge. Pour soutenir ça, Bernard Shaw prenait en exemple la croyance populaire et indiscutée que la Terre est sphérique. Shaw avance qu'une personne moyenne ne peut pas avancer une seule preuve de cette théorie et qu'elle se contente de la croire sans jamais l'avoir questionnée. En janvier 2016, le rappeur B.O.B poste sur SoundCloud sa nouvelle chanson, Flatline. Dans cette chanson, B.O.B s'adresse en partie à Neil deGrasse Tyson pour défendre sa croyance que la Terre est plate. La chose qui m'a immédiatement intéressé, c'est qu'un adulte était prêt en 2016 à défendre une idée reconnue comme fausse depuis des centaines, voire des milliers d'années, le Belford Level Experiment. Le mouvement moderne pour la Terre plate a commencé avec Samuel Brayley Ramatham. Samuel souhaita vérifier et confirmer les mesures de la courbure de la Terre. Il s'est donc rendu au canal de Belfort qui a la particularité d'être une ligne droite sur 9,7 km de longueur. Avec un bateau et une longue vue, il a donc voulu observer le bateau disparaître derrière la courbe terrestre. Il s'est donc placé au bout du canal, à 20 cm au-dessus du niveau de l'eau, avec sa longue vue. Il a ensuite placé un petit drapeau à un peu moins d'1 mètre sur le mât du bateau. Il a demandé à son pote dans le bateau de ramer jusqu'à l'autre bout du canal. Et là, bizarrement, Samuel a reporté pouvoir observer le bateau tout entier, tout le long du canal. Alors que normalement, le haut du mât aurait dû être plus de 3 mètres sous l'horizon. Le bateau n'a jamais disparu derrière la courbure. Après avoir reproduit ses expériences sur plusieurs années, il finit par publier un livre en 1865 qu'il intitule « La Terre n'est pas un globe ». Et ce n'est pas le seul cas de choses qui devraient être cachées derrière la courbure et qui ne le sont pas. Une photo de Joshua Nowicki a été prise en exemple maintes fois pour la même raison. Cette photo a été prise depuis le Grand Mare State Park et l'étendue d'eau que nous pouvons voir est le lac Michigan. Et nous pouvons aussi voir, c'est ça qui est intéressant, les gratte-ciel de Chicago de l'autre côté. Donc tout va bien, sauf que non, rien ne va plus. Chicago est à plus de 90 km de l'endroit où la photo a été prise. En reprenant notre graphique de la courbure de la Terre, Chicago devrait être à plus de 700 mètres sous l'horizon. La plus grande tour de Chicago, la Willis Tower que nous pouvons voir ici, ne fait que 442 mètres de hauteur. Donc le haut de la Willis Tower devrait normalement être à plus de 250 mètres en dessous de la courbure terrestre. Et la photo de Joshua Nowicki et les expériences de Ramatham sont loin d'être les seuls exemples de choses qui devraient être cachées par la courbure, mais qui ne le sont pas. Vous avez déjà dû remarquer que l'horizon est complètement plat. Si vous avez déjà été en pleine mer, vous avez pu observer un horizon plat à 360 degrés autour de vous. C'est un argument qui revient encore et encore dans les vidéos sur la Terre plate. Et c'est vrai, on ne peut pas observer la courbure terrestre, qu'on soit sur la mer, en haut d'une montagne, ou même depuis un avion de ligne. Mais pour le moment, nous allons dire que si la Terre est plate, on se met d'accord qu'on nous a menti depuis notre plus tendre enfance.
et donc on va éviter les sources venant d'organisations gouvernementales. Il y a eu par contre beaucoup de groupes amateurs qui ont envoyé des ballons aussi haut que possible avec des caméras attachées dessus et qui ont posté les vidéos sur YouTube. Le problème avec ce genre de vidéos, c'est qu'ils utilisent tous des caméras dans le style GoPro qui ont des objectifs fisheye qui déforment les images. L'horizon a donc quasiment toujours l'air courbé, de façon convexe ou concave selon la position de la caméra. En regardant toutes ces photos et ces descriptions de choses qui devraient être cachées sous l'horizon mais qui ne le sont pas, je me suis rappelé d'Ératosthène. Ératosthène avait pu mesurer la circonférence de la Terre de façon purement mathématique. Ératosthène a estimé la circonférence de la Terre à environ 39 375 km, ce qui n'est pas loin des 40 007 km estimés aujourd'hui. Donc juste un moment, on va diviser 40 007 km par 24 heures pour obtenir la vitesse de rotation d'une Terre sphérique et on obtient 1667 km par heure environ. Donc je veux juste prendre une petite seconde parce que quand on pense à des grandes vitesses, on a du mal à bien visualiser la chose. À l'équateur, la Terre tourne à 1667 km par heure. C'est plus vite que la vitesse du son qui est à 1235 km par heure environ. La chose importante pour nous dans cette histoire est le fait qu'Ératosthène partait du principe que la Terre était sphérique. Donc ces calculs ne prouvent pas que la Terre est sphérique, mais plutôt ils nous donnent la circonférence de la Terre si on part du principe qu'elle est sphérique. Ces observations et ces calculs restent corrects si la Terre est plate, mais dans ce cas-là, ces calculs ne nous donnent plus la circonférence d'une Terre sphérique, mais la distance du Soleil par rapport à une Terre plate. En partant de l'idée que la Terre est plate, le Soleil devrait être à un peu plus de 3200 km au-dessus de nous seulement, et donc ça voudrait dire qu'il est vachement plus petit aussi. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'on a tous pu observer ce qu'on appelle les rayons crépusculaires. C'est une réflexion que je m'étais déjà faite personnellement quand j'étais plus jeune. Si tous les rayons solaires arrivent sur Terre parallèlement les uns aux autres, comment ça se fait que je puisse observer une chose comme ça ? Une histoire qui date du 13 octobre 2015 est tout à fait intéressante. Une femme enceinte a pris l'avion de Taïwan pour Los Angeles. 6 heures après le décollage de l'avion, elle eut des contractions et donna naissance à sa fille à l'aide d'un médecin à bord. Donc très bien, maintenant qu'est-ce que ça a à voir avec la Terre plate ? Écoutez, dès que cette femme commença à avoir des contractions, le pilote de l'avion demanda l'autorisation d'atterrir d'urgence sur l'aéroport de Ted Stevens Anchorage, en Alaska. Un avion qui va de Taïwan à Los Angeles atterrit d'urgence en Alaska ? Pourtant, ils ont quand même un aéroport à Hawaï. Ok, va falloir rentrer un petit peu plus dans les détails. À quoi ressemble la Terre plate ? La Terre serait donc ronde mais plate, et c'est pour ça que j'ai bien fait attention d'utiliser le mot sphère quand c'était nécessaire jusqu'ici. Le pôle Nord par exemple est au centre de la Terre plate, donc pour faire simple, le modèle de la Terre plate ressemble au drapeau de l'ONU, ou au drapeau de l'Organisation météorologique mondiale, ou aussi au drapeau de l'Organisation maritime internationale. Enfin pas mal de drapeaux quoi. Je vous passe les détails techniques du mouvement du Soleil et de la Lune, qui expliquent pas mal de phénomènes comme les fuseaux horaires et autres, et je vais juste vous montrer à quoi ressemble le trajet de l'avion Taïwan-Los Angeles sur une Terre plate. Voilà ce que ça donne. Donc le pôle Nord est au centre de la carte comme je vous l'ai dit avant, et le pôle Sud entoure la Terre plate. Le pôle Nord magnétique de la Terre reste le même, ce qui peut expliquer que les boussoles pointent vers le Nord constamment. Que ce soit dans un modèle de la Terre sphérique ou dans le modèle de la Terre plate, ça reste la même chose. Un bateau peut donc faire le tour de la Terre grâce à une boussole et reviendra bien au même point. Ce qui explique que des courses comme le Vendée Globe par exemple sont tout aussi possibles avec le modèle du globe que celui de la Terre plate. Donc qu'y a-t-il au-delà du pôle Sud ? On ne sait pas. Une étendue infinie de glace peut-être, ou peut-être autre chose. Bon, on ne sait pas. Donc ça fait du pôle Sud un endroit particulièrement intéressant. Donc on peut comprendre que le pôle Sud a intrigué un grand nombre d'explorateurs, notamment l'amiral Byrd qui a fait 3 expéditions en Antarctique avant la Seconde Guerre mondiale. Il déclare que l'Antarctique est bien différent du pôle Nord, étant donné des froids encore plus extrêmes et le mur de glace de plusieurs dizaines de mètres de hauteur qui rend l'accès compliqué. Après la Seconde Guerre mondiale, l'amiral Byrd retourne une nouvelle fois au pôle Sud pendant l'opération High Jump. L'opération par contre n'est plus une petite expédition scientifique, mais cette fois une opération militaire d'envergure. 13 bateaux de guerre, 6 hélicoptères, 2 hydravions et 15 autres avions pour un total de plus de 4000 hommes de l'armée américaine sont cette fois envoyés pour explorer l'Antarctique. A son retour, l'amiral Byrd donne des interviews radio et télévisées pour expliquer ce qu'ils ont trouvé. Il déclare que le pôle Sud regorge de ressources naturelles. Il part d'une énorme quantité de charbon, mais aussi de pétrole et d'uranium.
L'opération High Jump est par la suite suivie de l'opération Deep Freeze en 1955 qui installera une présence permanente des forces militaires américaines en Antarctique. Donc 3 ans après la fin de cette opération, le traité sur l'Antarctique est signé par 12 pays dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie, un traité qui vise à protéger le territoire. Certains endroits sont ouverts au tourisme mais de façon contrôlée et encadrée militairement. Les expéditions indépendantes sont découragées et doivent donner leur itinéraire ainsi que sécuriser un permis avant leur départ. Let's go check out these mountains. Okay, zooming out and over the South Island. They're a bit further away than I thought. Yeah, that's quite a distance. That's, wow, 93 and 81 miles. I had no idea they were that far. Okay, I found this on the web. It's to help measure curvature and it takes into account the height above sea level that you're measuring from. As you can see, 12 feet, that corresponds to the height on the jetty that I took these photos. Wow, so from the Dace Bay Wharf, Manukau should be obscured up to 1604 meters, so that only leaves 1,000 meters that we should be seeing, but it seems we can see pretty much all the way down to sea level. That's a whole mile which should be obscured by the horizon. I don't think we're seeing that. Let's go back to those first shots we took at Ōwhiro Bay, because one of those has got a perfect profile, missing the mountain to the right a little bit, but we should be able to figure out what's what. Nous revenons sur les inondations de Paris en juin 2016, où la Seine avait atteint la hauteur de 6,80 mètres et avait duré 3 jours avant de se retirer. Alors que nous vivons sur un globe, John Doe, notre reporter intrépide, s'émerveillait. Il se demandait où la Seine prend-elle sa source. Eh bien, la Seine prend sa source à Sources-Seine, une localité près de Dijon, à une altitude de 441 mètres
à quelques 230 km au sud-est de Paris. Ok, faisons quelques maths. Sachant que le rayon de la Terre est de 6372 km, on peut en déduire logiquement que la chute de la courbure est de 20 cm² pour chaque kilomètre 600 mètres. Ce qui nous donne un résultat indubitable d'une chute de rotondité de 4,15 km entre Paris et Sources-Seine. Sacrebleu, la Seine a l'air si plate qu'il est difficile de croire qu'elle remonte une pente de 4,15 km, ce quotidiennement.